Je m'appelle Marc Delon et pendant 20 ans, j'ai cru connaître ma femme. Caroline était mon univers. Nous nous sommes rencontrés à l'université Paris-Dauphine, alors que nous étions tous deux étudiants en économie. Elle était brillante, magnifique, avec ses cheveux sombres qui sentaient la lavande et ce rire qui illuminait même les pires journées. Nous nous sommes mariés jeunes. Nous avons bâti une entreprise à partir de rien. Je m'occupais des investissements, elle de la gestion. Nous formions une équipe. Du moins, c'est ce que je croyais. Notre maison à Neuilly-sur-Seine était toujours pleine de vie. 2 labradors, un jardin que Caroline adorait, les déjeuners dominicaux avec ma mère. Une vie simple et belle. J'avais tout. Les affaires fleurissaient, nous possédions des appartements à Paris et à Cannes, les comptes en banque grossissaient, et chaque jour je remerciais le ciel pour ce bonheur. Je n'ai jamais été le genre de pigeon qui nage dans le luxe et perd le contact avec la réalité. Je viens d'une famille modeste d'Auvergne. Mon père travaillait à l'usine, ma mère cousait des robes pour les voisines. Ils m'ont appris que le travail honnête est la base de tout, que la famille est sacrée, que le respect et la loyauté sont plus importants que l'argent. C'est pourquoi, lorsque Caroline est venue me voir un soir de mars, blanche comme un linge, des résultats d'analyse tremblant dans ses mains, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. Nous nous sommes assis dans le salon, ce même salon, où nous avions bu du café et planifié l'avenir des milliers de fois. Sa voix se brisait lorsqu'elle disait que les médecins avaient trouvé une tumeur, avancée, agressive. Il lui restait peut-être 1 an, peut-être moins. Je me souviens que je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Je l'ai serrée dans mes bras et elle a pleuré contre ma poitrine pendant des heures. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté assis près de la fenêtre, regardant le jardin sombre, essayant de comprendre comment Dieu avait pu nous faire ça. Nous étions des gens bien, nous aidions les autres. La fondation que nous avions créée soutenait des enfants défavorisés. Pourquoi nous? Le lendemain, j'ai commencé à agir. J'ai trouvé les meilleurs spécialistes de France, le professeur Martin de l'Institut Curie, le docteur Bernard de Lyon. Tous disaient la même chose. Il fallait des thérapies expérimentales, un traitement à l'étranger. L'argent? Cela n'avait aucune importance. J'aurais tout vendu pour la sauver. Caroline a trouvé une clinique en Suisse. Elle m'a montré des brochures, des sites internet. Le Centre alpin de thérapie avancée, à Genève, moderne, soi-disant le meilleur d'Europe. Exclusif, hors de prix, mais prometteur d'espoir. Elle parlait au téléphone avec quelqu'un qui se présentait comme le docteur Schmidt, le médecin traitant. Il parlait français avec un accent allemand, expliquait les procédures, donnait de l'espoir. Le premier versement était d'1 million de francs suisses. J'ai fait le virement sans hésiter. Puis d'autres ont suivi, thérapies immunologiques, médicaments soi-disant encore en phase de test. Caroline se rendait en Suisse toutes les 3 semaines. Parfois pour 1 semaine, parfois pour 2. Elle revenait pâle, fatiguée, racontait les traitements intensifs, la douleur, l'espoir. Je lui tenais la main et lui disais que je m'en sortirais, que tout irait bien, que l'argent se trouverait. Ma mère venait chaque week-end. Elle préparait du pot-au-feu car Caroline aimait ça, elle pensait que ça donnait des forces. Elle s'asseyait dans la cuisine. Ma mère caressait les cheveux de Caroline et disait qu'elle priait pour elle chaque jour à l'église Saint-Sulpice. Je voyais les larmes dans les yeux de ma mère. Elle aimait Caroline comme sa propre fille. Moi, je travaillais comme un forcené pour gagner plus. J'ai vendu l'appartement de Cannes, puis le terrain dans le Luberon que nous avions acheté pour notre retraite. Je ne dormais plus, j'analysais les marchés, j'investissais de manière plus agressive. Chaque centime allait au traitement. Certaines thérapies coûtaient 200, 300 000 francs. Je ne comptais pas. Qui avait-il à compter? C'était la vie de ma femme. Les amis demandaient comment nous tenions le coup. Je disais que nous nous battions, qu'il y avait de l'espoir. Paul, mon associé, me proposait des prêts. Je refusais, je ne voulais accabler personne. C'était notre combat, à Caroline et moi. Je me souviens de son dernier voyage en Suisse en octobre. Nous nous sommes dit au revoir à l'aéroport Charles de Gaulle. Elle pleurait, disait qu'elle m'aimait, que j'étais le meilleur mari du monde. J'embrassais son front, je promettais que je l'attendrais, qu'elle reviendrait guérie. Je l'ai regardée disparaître derrière les portiques de sécurité, et j'ai prié comme jamais auparavant. 2 semaines plus tard, le docteur Schmidt a appelé. Sa voix était grave. Il a dit que l'état de Caroline s'était détérioré de façon dramatique, que je devais venir immédiatement. Mon cœur s'est arrêté.
J'ai pris le premier avion pour Genève. Mais quand je suis arrivé à l'adresse indiquée, je me suis retrouvé devant une villa luxueuse avec vue sur le lac. Aucun panneau de clinique, aucune signalisation médicale. Le concierge de l'immeuble voisin m'a regardé avec surprise quand j'ai montré l'adresse. Il a dit que c'était une résidence privée, appartenant à un Français qui la louait de façon saisonnière. Je ne comprenais pas. J'appelais le numéro du docteur Schmitt, éteint. Le numéro de Caroline, éteint. Assis dans ma voiture de location devant cette villa, le cœur battant à tout rompre, je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Le lendemain, j'ai engagé un détective privé, un Suisse nommé Müller, recommandé par un ami avocat. En 4 jours, Müller a découvert une vérité qui a tué l'homme que j'étais. Caroline n'était pas malade, elle ne l'avait jamais été. Les analyses qu'elle m'avait montrées, falsifiées. Le docteur Schmitt, il n'existait pas. La clinique, une fiction. Le véritable locataire de la villa s'appelait Laurent Dubois, un entrepreneur français, 42 ans, beau, riche, marié. Il louait la villa comme lieu de rendez-vous avec sa maîtresse. Müller m'a montré des photos. Caroline et cet homme s'embrassant sur la terrasse buvant du champagne, allongés sur une plage au bord du lac. Tous mes millions avaient servi à financer son aventure. Vie de luxe, vacances, vin hors de prix, bijoux. Je payais pour leur bonheur. Je pleurais sur sa prétendue maladie pendant qu'elle vivait comme une reine avec un autre homme. Je suis rentré en France brisé. Je n'ai pas dit à Caroline que je savais. J'ai attendu son retour. Elle est arrivée une semaine plus tard, pâle à cause du maquillage, fatiguée par la comédie. Elle m'a serré dans ses bras, a dit que les thérapies étaient dures, mais qu'elle se battait. J'ai regardé dans ses yeux et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu une étrangère. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'étais assis dans mon bureau avec un dossier plein de preuves. Photos, relevés bancaires, rapport du détective. Ma mère qui avait donné ses économies pour le traitement. Les amis qui priaient pour elle dans les églises. Moi qui avais vendu mes rêves pour acheter ses mensonges. Je n'ai pas pleuré. Les pleurs viennent quand on ressent de la douleur. Moi, je ne ressentais que le vide. Et une pensée qui brûlait comme le feu. Je lui ferai regretter chaque seconde de cette trahison. Je ne la toucherai pas, je n'élèverai pas la voix. Mais elle comprendra qu'elle n'a pas seulement détruit ma vie. Elle a détruit son avenir. La semaine suivante, j'ai joué mon rôle à la perfection. Le mari attentionné qui croit à chaque mensonge. Je demandais comment elle se sentait, j'apportais du thé, j'écoutais ses histoires inventées sur le docteur Schmitt et les progrès du traitement. Caroline était une excellente actrice, je le voyais clairement maintenant. Chaque soupir, chaque froncement de sourcils, chaque « je suis si fatigué » était soigneusement mis en scène. Mais je savais jouer aussi. Müller m'a envoyé plus de documents. Laurent Dubois n'était pas seulement son amant, il était son complice dans tout ça. Il était conscient de mon existence, conscient de l'argent qui affluait. Dans l'un des emails que le détective avait piraté de son vieux portable, celui qui était tombé en panne et qu'elle avait donné à réparer en mars, j'ai trouvé leur correspondance. Ils écrivaient en français, pensant sûrement que j'étais trop bête pour comprendre ou fouiller. Mon amour Marc a viré 300 000 de plus. Il croit que je suis mourante. Il a parlé de vendre l'entreprise si l'argent venait à manquer. C'est tellement pathétique mais utile. Je lisais ces mots dans mon bureau à 3 heures du matin, avec un verre de whisky Glenlivet, le seul alcool que je m'autorisais, et rarement. Là, j'en avais besoin. Le mot « pathétique » dansait devant mes yeux. J'étais pathétique. Je croyais à l'amour, au mariage, à la sainteté du serment que nous avions prêté à l'église de la Madeleine il y a 20 ans. Laurent écrivait ensuite « Quand est-ce que tu le quittes ? Nous avons déjà presque 4 millions. Encore quelques mois, et nous pourrons vivre comme nous le voulons. Ma femme ne saura jamais rien et tu seras libre. » C'était donc ça le plan. Me soutirer le plus possible, puis disparaître. Sûrement mettre en scène une mort dramatique, peut-être même de fausses funérailles, puis une nouvelle vie quelque part au loin. Peut-être en Amérique du Sud, peut-être en Asie. Quelque part où Marc Delon, ce riche imbécile de Paris, ne la trouverait jamais. Mais il ne connaissait pas le vrai Marc Delon. Il connaissait l'homme qui était tendre, qui pleurait, qui croyait. Cet homme était mort à Genève, devant cette villa. Celui qui était assis dans le bureau maintenant était quelqu'un d'autre. J'ai commencé à planifier méthodiquement, comme je planifiais chaque investissement. Première règle des affaires.
Connais ton adversaire mieux qu'il ne se connaît lui-même. Muller continuait de travailler. J'avais besoin de chaque détail de leur vie, de chaque faiblesse, de chaque secret. Il s'est avéré que Laurent Dubois n'était pas aussi innocent qu'il y paraissait. Sa société d'importation de vin avait quelques obscurités dans la documentation douanière. Rien d'énorme, mais suffisamment sérieux pour intéresser le fisc. Muller a aussi trouvé des informations intéressantes sur sa femme, Charlotte Dubois, héritière d'une fortune dans les cosmétiques, qui ignorait tout de l'infidélité de son mari. Toute leur vie reposait sur son argent à elle. Laurent n'était que le beau visage de l'entreprise. Et Caroline, ma femme adorée, qui disait toujours que les valeurs familiales étaient primordiales. Muller a découvert que toute cette farce de maladie n'était pas sa première ruse. Avant notre mariage, chose qu'elle ne m'avait jamais dite, elle avait eu une liaison avec un entrepreneur marié à Lyon. Cela n'avait pris fin que parce que l'épouse de cet homme l'avait appris et avait fait un scandale. Caroline s'était enfuie à Paris, m'avait rencontré et avait trouvé un pigeon riche et naïf. Toutes ces années, tous ces je t'aime, tous ces déjeuners du dimanche avec ma mère, toutes ces nuits où nous nous serrions l'un contre l'autre. Mensonges, théâtre. Je suis un homme d'affaires. Je sais que les gens mentent pour de l'argent. Mais vivre 20 ans dans le mensonge avec quelqu'un, cela demandait un sang-froid que je n'avais jamais eu. Maintenant, je devais l'acquérir. Paul, mon associé, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Nous étions assis dans notre bureau à La Défense, dans cet immeuble de verre que nous avions construit ensemble depuis les fondations. Il m'a regardé et a demandé directement. « Marc, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'un fantôme. » Je voulais lui dire. Paul était mon ami depuis 30 ans. Nous nous connaissions depuis le lycée à Clermont-Ferrand. Mais je me suis retenu. Moins de gens savaient, mieux c'était. J'ai dit que c'était juste le stress lié à la maladie de Caroline. Il a hoché la tête avec compassion, m'a serré l'épaule, a dit que si j'avais besoin de plus d'argent, il n'y avait pas de problème. Cette bonté des gens autour de moi, cette sollicitude authentique, tout cela ne faisait que souligner la bassesse de ce que Caroline faisait. Elle ne me volait pas seulement moi. Elle volait tous ceux qui s'inquiétaient pour elle, qui priaient, qui compatissaient. Le lendemain, j'ai commencé à mettre le plan à exécution. Étape 1. Protection de mes actifs. Discrètement, par le biais d'avocats que Caroline ne connaissait pas, j'ai commencé à transférer l'argent sur des comptes auxquels elle n'avait pas accès. Fonds privés, trust offshore, actions au porteur. Tout était légal, tout était propre, mais totalement invisible pour elle. En une semaine, j'ai déplacé 80% du patrimoine. Il ne restait que les comptes qu'elle connaissait, assez garnis pour ne pas éveiller les soupçons, mais pas assez pour me nuire quand viendrait l'heure du règlement de compte final. Étape 2. Documentation. Chaque conversation avec le Dr Schmidt, j'enregistrais maintenant tous ses appels, matériel coûteux, mais qui valait chaque centime, chaque email, chaque preuve de sa liaison. Le notaire que j'avais engagé a préparé des constats rigoureux. Mon avocat, Maître Lefebvre, l'un des meilleurs de Paris, m'a expliqué clairement. Marc, en droit français, l'adultère prouvé et le détournement de fonds vous donnent un avantage considérable. Mais vous devez être patient. Patience. En affaires, j'ai appris que les meilleures transactions sont celles qui demandent d'attendre le bon moment. Il en allait de même pour la vengeance. Étape 3. Laurent et Charlotte. Muller avait des contacts. Pour une somme appropriée, dérisoire comparée à ce que j'avais perdu, l'un de ces hommes a commencé à informer discrètement les bonnes personnes sur les activités de la société de Laurent. Des tuyaux anonymes pour le fisc, des copies de documents envoyés aux institutions compétentes. Rien qui ne puisse remonter jusqu'à moi, mais assez pour déclencher un contrôle. Et le point clé, Charlotte Dubois. J'ai demandé à Muller de faire en sorte qu'un certain journaliste commence par hasard à enquêter sur le thème des riches hommes d'affaires et de leurs maîtresses. Un article dans un magazine prestigieux, avec une mention discrète sur Laurent Dubois et sa partenaire française qu'il retrouve dans une villa louée. Aucun nom pour Caroline, aucune accusation directe. Juste une rumeur élégante et mondaine, suffisante pour que Charlotte commence à poser des questions, mais trop subtile pour que Laurent puisse se défendre. Tout était en mouvement. Échec. J'ai toujours aimé les échecs. Un jeu exigeant patience, stratégie et anticipation de 10 coups. Caroline et Laurent jouaient aux dames, pensant avoir gagné.
Je préparais l'échec et mat en 20 coups. Cette nuit-là, alors que Caroline dormait à côté de moi, j'écoutais sa respiration. Autrefois, ce son m'apaisait. Maintenant, il sonnait comme le sifflement d'un serpent. J'ai posé ma main sur son épaule, comme je l'avais fait des centaines de fois en 20 ans. Mais maintenant, au lieu de l'amour, je ne ressentais qu'une froide satisfaction. Bientôt, pensais-je. Bientôt tu verras qui est vraiment Marc Delon. Bientôt tu comprendras que tu as détruit la vie d'un homme capable de bâtir une fortune à partir de rien. Et si j'ai su construire, je sais aussi détruire, mais cette fois pas moi-même. Toi. 3 semaines ont passé. Caroline n'a rien remarqué? Pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais le même mari amoureux qui payait les factures et croyait chaque mot. J'ai même proposé de vendre notre société d'investissement pour réunir encore plus d'argent pour le traitement. J'ai vu ses yeux briller à cette idée. Non, chérie, a-t-elle dit en caressant mon visage. Tu ne peux pas sacrifier ce que nous avons construit. C'est ta vie. Sa sollicitude était si fausse que j'en ai souri intérieurement. Pendant ce temps, Laurent recevait le premier courrier de l'administration fiscale. Muller m'a envoyé le scan, contrôle de documents, demande d'explications sur certaines transactions. Rien de mortel mais assez inquiétant pour que Laurent commence à transpirer. Sa correspondance avec Caroline est devenue plus nerveuse. On a un problème avec un contrôle. J'ai besoin d'un bon avocat et ça coûte cher. Tu peux en tirer encore un peu de Marc? Caroline a essayé. Elle est venue me voir avec une nouvelle histoire. Une thérapie expérimentale supplémentaire, une chance de guérison totale mais coûteuse. 500 000 francs. J'ai regardé dans ses yeux bruns, ces mêmes yeux dont j'étais tombé amoureux il y a 20 ans dans les couloirs de l'université, et j'ai dit, « Bien sûr, mon amour, tout pour toi. » Le jour même, j'ai viré l'argent, mais pas sur le compte qu'elle m'avait donné. Ils ont atterri sur un compte séquestre spécial dans une banque suisse, créée par mon avocat. Officiellement, pour le traitement de Caroline Delon. Réellement, bloqué, avec instruction de ne les débloquer que sur présentation de vrais documents médicaux. Des documents que Caroline ne pouvait pas fournir, car ils n'existaient pas. 3 jours plus tard, elle m'a appelé, paniquée. « Marc, il se passe quelque chose. La banque en Suisse dit que l'argent est bloqué. Ils disent qu'ils ont besoin de documents médicaux supplémentaires pour libérer les fonds. » Sa voix tremblait, cette fois, authentiquement. J'ai feint la surprise. « Quoi? Comment est-ce possible? » Je les appelle tout de suite. Pendant l'heure suivante, j'ai discuté avec la banque. En réalité, avec mon avocat qui jouait le rôle du banquier. Caroline se tenait à côté, se rongeait les ongles, le visage blême de stress. Quand j'ai fini, je les regardais avec tristesse. Ils disent que c'est une nouvelle procédure de l'UE. Tous les transferts médicaux au-dessus d'un certain montant nécessitent une vérification du dossier médical. Tu dois demander au docteur Schmidt des certificats officiels avec le tampon de la clinique. J'ai vu la panique dans ses yeux. Il n'y avait aucun docteur Schmidt. Il n'y avait aucune clinique avec des tampons. Elle essayait d'inventer des excuses, que les documents étaient en cours de préparation, que le docteur était en vacances. Je lui ai tapoté l'épaule. Tranquille, on a le temps, pas de précipitation. Mais Laurent n'avait pas le temps. Le fisc mettait la pression et il avait besoin d'argent pour les avocats. En désespoir de cause, il a commis une erreur. Il a emprunté de l'argent aux mauvaises personnes, celles qui ne posent pas de questions mais attendent un remboursement rapide avec des intérêts élevés. Muller m'a transmis ces informations avec satisfaction. Laurent s'enfonçait de plus en plus. Et puis l'article est sorti. Le Monde a publié un papier discret sur les entrepreneurs français et leur résidence secondaire. Laurent Dubois y était mentionné, rien de concret, juste une évocation élégante d'une villa au bord du lac et d'une compagnie qui apprécie l'exclusivité et la discrétion. Une photo de la villa accompagnait l'article, celle-là même où Caroline dépensait mes millions. Charlotte Dubois a lu cet article. Muller avait une source dans son entourage. Une amie de Charlotte m'a mentionné que Madame Dubois était intéressée, très intéressée. Elle a engagé son propre détective. Dans le monde des élites parisiennes, le scandale était pire que la ruine financière. Charlotte appartenait à une vieille famille, conservatrice, catholique. L'adultère était impardonnable. Caroline a commencé à recevoir des appels nerveux de Laurent. J'entendais à travers la cloison comment elle essayait de le calmer, promettait qu'elle trouverait l'argent, que ce n'était qu'une complication temporaire. Mais après chaque conversation,
Elle était plus tendue. Elle a commencé à boire plus de vin le soir. Son visage a perdu cette expression calme et assurée qu'elle avait ces derniers mois. Elle commençait à avoir l'air mal. C'était ironique. Elle avait joué la maladie si longtemps que maintenant elle avait vraiment l'air malade. Le stress la rongeait de l'intérieur. Parfait. Un soir, elle est venue me voir dans mon bureau. Il était tard, après minuit. Elle s'est assise en face, un verre de vin à la main et a dit doucement « Marc, je dois te dire quelque chose. » Mon cœur s'est arrêté. Allait-elle avouer? Mais non. Elle a continué. Le docteur Schmidt dit que les thérapies ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Peut-être devrions-nous penser au temps qu'il nous reste, à le passer ensemble, sans hôpitaux ni clinique. Je la regardais. C'était génial. Elle préparait le terrain pour sa disparition. La femme mourante qui veut passer ses dernières semaines à la maison, et ensuite une mort soudaine, tragique, quelque part au loin. Peut-être en Suisse, peut-être ailleurs. Un certificat de décès, un enterrement, sûrement cercueil fermé, le deuil. Et ensuite une nouvelle vie avec Laurent, loin d'ici. Mais Laurent n'avait plus l'avenir qu'elle imaginait. Son monde s'effondrait, et le sien allait bientôt suivre. J'ai pris sa main. Elle était froide. « Mon amour, ai-je dit doucement, nous ne pouvons pas abandonner. Tu es forte. Tu t'es battue si longtemps. Encore un peu, d'accord? Pour moi. Pour nous. » J'ai vu des larmes dans ses yeux. Peut-être étaient-elles vraies, des larmes de peur que le plan ne s'écroule. Ou peut-être un autre mensonge. Cela ne m'importait plus. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Muller. Charlotte Dubois avait trouvé les preuves de la liaison. Son détective était bon. Photos, enregistrements, tout. Charlotte a demandé le divorce. Mais plus importante encore, elle a informé ses avocats que Laurent ne toucherait pas un centime de sa fortune. L'entreprise, la maison, tout était à son nom. Laurent se retrouvait sans rien. Et puis Charlotte a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Quelque chose de grandiose. Elle a prévenu la police des transactions financières suspectes de son mari. Pas par vengeance, comme m'a expliqué Muller, mais par froid calcul. Elle voulait le détruire complètement pour qu'il ne puisse jamais la faire chanter ou revenir. La brigade financière a ouvert une enquête. Laurent s'est effondré. En désespoir de cause, il a appelé Caroline. Cette fois, j'écoutais tout grâce au logiciel installé sur son téléphone. « Tout s'écroule !» hurlait-il. « Charlotte sait. La police m'interroge. J'ai besoin de cet argent maintenant, tu comprends ?» Caroline essayait d'expliquer les problèmes avec la banque. Laurent était hors de lui. « C'est toi qui m'as promis une vie facile. Ça devait être un plan simple. Et maintenant, je perds tout à cause de toi. » Il a raccroché. Caroline était assise dans la chambre, le téléphone à la main, et pleurait. Elle pleurait vraiment, pour la première fois depuis des mois. Pas de tristesse pour le mensonge de la maladie, mais de peur des conséquences. Je suis entré dans la pièce. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» Ma voix était pleine de sollicitude. Elle m'a regardé, a essayé de sourire à travers ses larmes. Rien, juste la fatigue. Je l'ai prise dans mes bras. Je sentais qu'elle tremblait. Son monde s'effondrait, et j'étais là, la tenant, alors que tout ce qu'elle avait bâti sur des mensonges vacillait et se fissurait. Échec. J'étais à 3 coups du mat, et elle ne le savait pas encore. Si vous regardez cette histoire, abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu, et écrivez en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Laurent Dubois a été arrêté en décembre. La neige tombait sur Genève quand la police française l'a emmené pour interrogatoire concernant des fraudes fiscales et du blanchiment d'argent. Muller m'a envoyé les photos. Laurent menotté, le visage gris de peur. Charlotte se tenait à l'écart dans un manteau Chanel élégant, avec une expression de satisfaction glaciale. Elle n'était pas venue le sauver. Elle était venue s'assurer que tout était fini. Caroline l'a appris aux informations. Elle était assise dans le salon, sa tablette entre les mains et son visage s'est figé dans un masque d'horreur. J'ai demandé ce qui se passait. Elle m'a montré l'article. Entrepreneur français arrêté pour fraude financière. Il y avait la photo de Laurent. J'ai feint la surprise. « Tu connais cet homme ?» ai-je demandé innocemment. « Non », a-t-elle menti rapidement. « C'est juste choquant de voir à quel point les gens peuvent être malhonnêtes. » L'ironie de ces mots était si épaisse qu'on aurait pu la couper. J'ai hoché la tête. En effet, les escrocs finissent toujours par payer pour leurs actes. J'ai vu qu'elle déglutissait difficilement. Les jours suivants, elle était comme une ombre, pâle, silencieuse.
vérifiant constamment son téléphone. Laurent n'appelait pas. Son téléphone était saisi par la police. Tous les appels surveillés. Caroline restait seule avec ses mensonges. Ma mère est venue en visite. C'était après Noël. Nous l'avions passé à la maison dans une atmosphère étrange et tendue. Mère avait apporté des plats traditionnels. Elle s'asseyait avec Caroline dans la cuisine, lui tenait la main. « Ma fille », disait doucement ma mère. Elle appelait toujours Caroline sa fille. « Tu traverses une période si difficile, mais Dieu ne t'abandonne pas. Tu verras, tout s'arrangera. » Je regardais depuis le seuil Caroline serrer ma mère dans ses bras en pleurant. Ma mère lui caressait les cheveux, murmurait des mots de réconfort. Elle ne savait pas qu'elle étreignait la femme qui depuis 1 an volait son fils, que chaque euro que ma mère avait donné pour le traitement était parti en champagne et en week-end romantique. Je voyais le visage de Caroline, un désespoir authentique. Mais ce n'était pas le désespoir du remords. C'était le désespoir du rat pris au piège. Après le départ de ma mère, Caroline est restée seule avec moi. Elle essayait encore de jouer son rôle, mais je voyais qu'elle craquait. Elle parlait du fait que nous devrions peut-être partir loin, commencer une nouvelle vie après sa guérison, qui devait arriver bientôt. Un miracle de guérison imminent. J'écoutais ces fantasmes, et je hochais la tête, alors que dans mon esprit, toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. Janvier a apporté un nouveau coup. Charlotte Dubois, par le biais de ses avocats, a déposé une plainte au civil contre Laurent. Elle voulait non seulement le divorce, mais aussi des dommages et intérêts pour souffrance émotionnelle et atteinte à la réputation familiale. Dans la haute société française, l'histoire était devenue un scandale. Le nom Dubois, jadis respecté, était maintenant synonyme de trahison et d'escroquerie. Mais Charlotte a fait autre chose. Quelque chose à quoi Caroline ne s'attendait pas. Son avocat a exigé du tribunal la divulgation de toutes les transactions financières de Laurent sur les 2 dernières années. Cela signifiait aussi les transactions venant de Caroline, les virements qu'elle croyait sûrs. Muller m'a expliqué cela en riant. Le système judiciaire français, monsieur Delon, est très inquisiteur en matière financière. Chaque franc doit être justifié. Cela signifiait que les autorités allaient vouloir savoir d'où Laurent tenait ses millions. Et quand elles découvriraient la source, Marc Delon, le traitement d'une maladie inexistante, elles s'intéresseraient aussi à Caroline. Une escroquerie financière internationale, c'est une affaire sérieuse. J'observais Caroline devenir de plus en plus désespérée. Elle a essayé de fermer les comptes bancaires que nous avions en commun. Mais elle a découvert que la majorité de l'argent avait déjà disparu, légalement, par mes propres virements, qu'elle ne pouvait pas tracer. Il ne restait que les comptes courants, suffisants pour la vie quotidienne, mais loin des millions qu'elle pensait disponibles. Elle est venue me voir un soir, essayant d'être prudente. « Marc, j'ai remarqué que nos comptes ont moins de fonds que je ne pensais. Tout va bien avec l'entreprise ?» Je l'ai regardé calmement. « Oh, ça. Oui, j'ai transféré la plupart des fonds vers des placements. Meilleur taux, plus sûr pour notre avenir. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. » J'ai vu la panique dans ses yeux, mais elle ne pouvait pas en demander plus sans révéler qu'elle prévoyait d'accéder à cet argent. Elle a hoché la tête, feignant le soulagement. « Bien sûr, je suis contente que tu penses à l'avenir. Notre avenir. Comme s'il y avait un autre avenir. Février a été le mois où tout a commencé à s'effondrer pour de bon. Laurent, dans une tentative désespérée de se sauver, a commencé à coopérer avec la police. Muller a appris de ses sources que Laurent avait commencé à parler d'une source de financement, d'une femme qui envoyait des millions, de tout le plan. Il essayait de se présenter comme une victime, séduit par une femme manipulatrice qui l'utilisait pour blanchir l'argent de son mari. C'était pathétique, mais aussi dangereux pour Caroline. La police a transmis les infos. Les questions ont commencé à surgir. Un jour, un officier de la brigade financière m'a appelé. Commissaire Durand, poli, professionnel. « Bonjour, monsieur Delon. J'ai quelques questions concernant des transferts d'argent vers la Suisse. Pourriez-vous venir à nos bureaux à votre convenance ?» J'ai accepté immédiatement. J'étais prêt. J'avais tous les documents. Chaque virement libellé traitement médical, chaque email du docteur Schmidt, chaque mensonge de Caroline documenté et daté. Quand je suis arrivé au bureau de la PJ à Paris, j'ai apporté avec moi un dossier rempli de preuves. Le commissaire Durand était un enquêteur chevronné. Il a écouté mon histoire avec un visage grave, a parcouru les documents, a hoché la tête.
Monsieur Delon, je comprends que vous êtes victime d'une escroquerie conjugale et financière. C'est une affaire sérieuse. Nous allons devoir interroger également votre femme. Bien sûr, ai-je dit calmement. Je ne veux que la vérité. Je lui ai fait confiance, je pensais qu'elle était malade. Si elle m'a menti, eh bien la justice doit faire son travail. Le commissaire m'a regardé attentivement. Vous n'êtes pas en colère? Vous ne voulez pas de vengeance personnelle? J'ai secoué la tête. Je suis un homme d'affaires, monsieur le commissaire. Je crois au système judiciaire. Si ma femme a commis un crime, qu'elle en subisse les conséquences. Mais ce n'est pas mon rôle, c'est le vôtre. J'ai vu du respect dans ses yeux. J'étais une victime qui se comportait avec dignité. Je ne criais pas, je ne menaçais pas, je ne cherchais pas de vendetta personnelle. J'étais un homme qui voulait la justice par les canaux appropriés. C'était exactement l'image que je voulais donner. Quand je suis rentré, Caroline attendait dans le salon. Son visage était blanc. « Marc, où étais-tu? À Paris? Réunion d'affaires. » Je ne mentais pas. C'était une réunion, juste pas celle qu'elle imaginait. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Je l'entendais marcher dans la maison, vérifier son téléphone, pleurer doucement dans la salle de bain. Elle savait que les murs se refermèrent sur elle. Laurent collaborait avec la police. Les autorités examinaient les transactions, et elle restait seule, sans argent, sans amant, avec un mari qui, pensait-elle, ne savait toujours rien. Mais je savais tout, et j'attendais le bon moment pour lui montrer à quel point je savais. Le moment où il n'y aurait plus d'échappatoire, où chaque sortie serait bloquée, où elle se tiendrait devant moi nue dans ses mensonges. Échec. Il ne manquait plus que 2 coups pour le mat. Et Caroline ne savait même pas qu'elle jouait une partie perdue depuis le début. J'ai choisi le 9 mars. Ce n'était pas une date au hasard, c'était l'anniversaire de notre première rencontre il y a 21 ans. Caroline disait toujours que c'était le plus beau jour de sa vie. Maintenant, il allait devenir le pire. Je l'ai invitée à dîner à la maison. Rien d'extraordinaire. J'ai juste dit que je voulais passer une soirée calme avec elle, qu'il y avait eu tant de stress ces derniers temps avec son traitement et mes affaires. Elle a accepté bien que je voie l'inquiétude dans ses yeux. Elle était comme un animal qui sent l'orage arriver. J'ai tout préparé personnellement. Je cuisinais rarement, mais ce soir-là, je voulais que ce soit exceptionnel. J'ai fait son plat préféré, magret de canard aux pommes, exactement comme elle l'aimait, avec une sauce aux érelles et des pommes de terre rôties. J'ai dressé la table dans la salle à manger avec une nappe blanche, allumé des bougies, ouvert une bouteille de Château Margaux 2005, l'un des meilleurs vins de notre cave. Tout ressemblait à une soirée romantique d'époux célébrant un anniversaire important. Caroline est descendue en robe noire. Elle était belle, mais sa beauté était maintenant comme la façade d'un immeuble en ruine, jolie de l'extérieur, mais vide et dévastée à l'intérieur. Elle a regardé la table avec surprise. « Marc, tout ça pour moi? Pour nous, ai-je corrigé. 21 ans depuis notre première rencontre. Tu te souviens? J'ai vu quelque chose briller dans ses yeux. Peut-être des remords, peut-être de la peur. Elle a hoché la tête. Bien sûr que je m'en souviens. Nous nous sommes assis. Nous avons mangé dans un silence étrange, interrompu seulement par des commentaires polis sur la nourriture. Le vin était excellent, le canard parfaitement cuit. Tout était parfait, à l'exception de ce qui planait dans l'air entre nous. Une tension si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. Après le dessert, un tiramisu que j'avais commandé chez le meilleur traiteur italien de Paris, j'ai reculé ma chaise. « Caroline, il faut qu'on parle. » Elle s'est figée, la fourchette à la main. « De quoi ?» Je suis allé au bureau et j'ai apporté un dossier en cuir noir. Je l'ai posé sur la table entre nous, à côté des bougies, à côté des restes du dîner romantique. Je l'ai ouvert lentement, cérémonieusement. À l'intérieur, il y avait les documents, les photos, les impressions d'email. Tout, de Laurent Dubois, ai-je dit calmement, de la villa au bord du lac Léman, de la maladie que tu n'as jamais eue, des 4 millions que tu as dépensés pour une vie de luxe avec un autre homme, pendant que je pleurais en pensant que tu mourrais. Le monde s'est arrêté pour elle. Je l'ai vu, ce moment où tout s'effondre. Son visage a perdu tout son sang, la fourchette est tombée de sa main tintant contre l'assiette. Elle a essayé de parler mais de sa gorge n'est sorti qu'un son étouffé. J'ai commencé à étaler les documents devant elle, l'un après l'autre. Ça, ce sont les impressions de tes emails avec Laurent.
Celui de mai, où tu décris à quel point je suis pathétique, que je pleure sur ta maladie. Celui de juillet, où tu planifies comment vous allez voler encore plus, et ensuite simuler ta mort. Ça, ce sont les photos de la villa, toi et Laurent, buvant du champagne que j'ai payé, pensant que c'était pour des médicaments. Sa tête bougeait de gauche à droite, comme au ralenti. Marc. Non. L'ai-je interrompu doucement, mais fermement. Maintenant, c'est moi qui parle. Tu es restée assise ici pendant 20 ans. Tu as mangé à cette table avec ma mère, qui a donné ses économies pour ton prétendu traitement. Tu as dormi dans notre lit. Tu m'as embrassé pour me dire bonne nuit. Tu as dit que tu m'aimais. Tout n'était que mensonge. Chaque jour, chaque mot, chaque geste. Mensonge. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Marc, je t'en supplie, écoute. Écoutez quoi? Ma voix était calme mais glaciale. Quels autres mensonges? Peut-être vas-tu me dire que c'était une erreur, que tu regrettes? Pendant 1 an, tu as joué avec ma vie comme avec un jouet. Pendant 1 an, j'ai regardé ma mère prier pour toi à l'église. Pendant 1 an, les amis demandaient comment tu te sentais, comment se passait le traitement. Tout le monde t'aimait, Caroline. Et toi, tu ne ressentais rien. C'est faux, a-t-elle éclaté. Au début, je t'aimais. Quand? Ai-je demandé. Avant le mariage? Quand tu avais une liaison avec un entrepreneur marié à Lyon? Je suis au courant de ça aussi. J'ai sorti un autre document. Ou pendant ces 20 années où tu feignais d'être l'épouse idéale en attendant la bonne occasion. Ses pleurs sont devenus hystériques. Elle a essayé de se lever, peut-être pour fuir, peut-être pour me toucher, je ne sais pas. J'ai levé la main. Assis. Je n'ai pas fini. Elle s'est rassise, tremblante. J'ai sorti le dernier document. Ceci est une convocation pour un interrogatoire à la brigade financière. C'est arrivé ce matin à ton nom. La police française a les preuves. Tu es soupçonné d'escroquerie financière, de blanchiment d'argent et de participation à une fraude organisée. Laurent témoigne déjà. Il essaie de rejeter toute la faute sur toi, soit dit en passant. Il dit que c'est toi qui as tout planifié, qu'il n'était qu'un outil. Non, a-t-elle chuchoté. C'est lui. C'était son idée. Évidemment, j'ai hoché la tête. Tout le monde fuit ses responsabilités maintenant. Laurent dit que c'est toi. Tu diras que c'est Laurent. Mais vous savez quoi? La justice a des preuves contre vous deux. Vous avez des chances égales de faire quelques années de prison. Caroline s'est effondrée complètement. Elle est tombée de sa chaise sur le sol, sanglotant, se tenant le ventre. Marc, je t'en supplie, je ne survivrai pas à la prison. Je ne peux pas, s'il te plaît. Je la regardais de haut. Cette femme, qui pendant 1 an avait joué la malade en phase terminale, gisait maintenant sur le sol de ma salle à manger, implorant pitié. Une partie de moi, cette vieille partie qu'il avait aimée, voulait la relever, la serrer dans ses bras, lui dire que tout irait bien. Mais cette partie était morte à Genève, devant cette villa. Tu ne survivras pas à la prison, ai-je répété doucement. Et pourtant, tu voulais que moi, je survive au mensonge. Tu voulais que je te regarde mourir, que je pleure sur ta tombe, pendant que tu commencerais une nouvelle vie avec Laurent. Je devais me tenir devant un cercueil vide et faire mon deuil, n'est-ce pas? Et toi quelque part au loin, buvant du vin avec mon argent. Pardon, chuchotait-elle. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'en supplie, donne-moi une chance. Je me suis accroupi près d'elle, mais je ne l'ai pas touchée. Une chance? Tu as eu 20 ans de chance d'être honnête. Tu as eu 1 an de chance pour avouer. Tu as eu chaque jour une chance de t'arrêter. Mais tu as choisi le mensonge. Tu as choisi l'avidité. Tu as choisi la trahison. Je me suis relevé, j'ai épousseté mon pantalon. Demain, tu vas à l'interrogatoire. Prends un bon avocat. Tu en auras besoin. Tout ce que tu avais sur les comptes communs a été légalement transféré. Donc tu n'y trouveras pas de quoi payer un avocat. Mais je suis sûr que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Peut-être que Laurent a encore des économies. Ah non. Laurent est en détention et n'a plus rien. Charlotte a tout pris. Je l'ai regardé une dernière fois en tant que mari. J'ai déposé la demande de divorce ce matin. Mon avocat a toutes les preuves de ta trahison et de l'escroquerie. Selon la loi, avec ces preuves, tu n'obtiendras rien. La maison, l'entreprise, tout reste à moi. Tu pars d'ici demain matin. Tu peux prendre tes affaires personnelles. Le reste ici. Où est-ce que je vais aller? A-t-elle demandé désespérément. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu.
Pendant 1 an, ce n'était pas ton problème de savoir où je serais après ta mort présumée. Maintenant, c'est ton problème. Je suis sorti de la salle à manger. Derrière moi, j'entendais ses pleurs, mais je ne me suis pas retourné. Je suis allé dans la chambre, cette chambre où nous avions dormi pendant 20 ans, et j'ai commencé à emballer ses affaires. Efficacement, méthodiquement. Robes, chaussures, cosmétiques, tout dans les valises. Je n'ai rien laissé qui la relie à cette maison, à cette vie. Quand j'ai fini, il était 4 heures du matin. Caroline était assise dans le salon, au même endroit où je l'avais laissée. Elle m'a regardé avec des yeux vides. « Tu me mets vraiment à la porte ?»« Oui, ai-je dit simplement. À 9 heures, mon avocat arrivera. Tu signeras les papiers du divorce. Ensuite, tu sortiras de cette maison et tu ne reviendras jamais. Tu as encore 5 heures pour te reposer. Tu peux dormir dans la chambre d'amis. » Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé la porte et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. Pas le bonheur. Je ne pense pas que le bonheur me reviendra de sitôt. Mais la paix. La justice commençait à s'accomplir. Et ce n'était que le début. À 9 heures, Maître Lefebvre, mon avocat, est arrivé avec le notaire et les documents. Caroline est sortie de la chambre d'amis, blanche comme un linge, les yeux cernés, portant les mêmes vêtements que la veille. Elle m'a regardé avec un dernier espoir. Peut-être pensait-elle que c'était un cauchemar, que je changerais d'avis, que je pardonnerais. Je n'ai pas rendu son regard. « Madame Delon », disait Maître Lefebvre d'un ton professionnel, « voici les papiers du divorce. Veuillez lire attentivement. En raison de l'adultère prouvé et de la fraude financière, aucun partage des biens ne vous est accordé. Monsieur Delon conserve tout. Maison, entreprise, compte, investissement. Comprenez-vous les conditions ? » Caroline regardait les documents, mais je ne pense pas qu'elle voyait quoi que ce soit. Ses mains tremblaient si fort que le notaire a dû tenir la feuille. « Où dois-je signer ?» a-t-elle chuchoté. « Ici, ici et là. » L'avocat a pointé du doigt. Elle a signé. En 3 coups de stylo, 20 ans de mariage ont cessé d'exister. Le notaire a validé les signatures. Maître Lefebvre a rangé les documents dans sa mallette. C'est tout. À partir de ce moment, vous êtes légalement divorcé de Monsieur Delon. Caroline restait immobile. « Marc, mon client ne souhaite plus aucune communication, » a coupé l'avocat. « Les valises sont prêtes et attendent près de la porte. Veuillez les prendre et quitter la propriété dans l'heure qui suit. En cas de tentative de contact avec Monsieur Delon, nous serons contraints d'appliquer une ordonnance restrictive. » J'ai vu son visage se tordre, comment elle essayait de retenir ses pleurs. Elle a pris les valises, 4 grandes valises noires avec tout ce qui avait été sa vie. Elle s'est arrêtée à la porte, s'est retournée. « 20 ans, a-t-elle dit d'une voix brisée. Ça ne signifiait rien pour toi ? Pour la première fois depuis la veille au soir, je l'ai regardé dans les yeux. Ça signifiait tout. C'est justement pour ça que ce que tu as fait est impardonnable. Si c'était quelque chose de petit, d'insignifiant, peut-être aurais-je passé l'éponge. Mais tu as détruit tout ce qui était sacré pour moi. Alors oui, 20 ans signifiait tout pour moi. Et pour toi ? Elle n'a pas répondu. Elle est sortie. J'ai entendu la porte se fermer derrière elle, le taxi démarrer. Et soudain, la maison était vide. Pas physiquement. Les meubles étaient à leur place, les tableaux au mur, tout comme d'habitude. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Je suis rentré chez moi, mais plus dans notre chez nous. Maître Lefebvre a posé sa main sur mon épaule. « Marc, je sais que c'est dur, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Elle a enfreint la loi, vous a volé, trompé. Elle mérite les conséquences. » J'ai hoché la tête. « Quand aura lieu l'audition ? » Après-demain. Le commissaire Durand a également demandé votre témoignage en tant que partie civile. Vous devrez faire une déclaration officielle. Les semaines suivantes, la procédure judiciaire a suivi son cours. La police a interrogé Caroline pendant 8 heures. Muller, qui avait des contacts partout, m'a rapporté plus tard qu'elle s'était effondrée complètement. D'abord, elle a essayé de mentir, de dire que tout était un malentendu, qu'elle était vraiment malade, que seuls les documents s'étaient perdus. Mais quand ils lui ont montré les emails, les photos, les relevés bancaires, toute l'avalanche de preuves, elle a cessé de nier. Elle a tout avoué. L'escroquerie, le détournement, la mise en scène prévue de sa mort, Laurent comme complice. L'avocat qu'elle avait engagé, un commis d'office car elle n'avait plus d'argent pour mieux, a essayé de négocier mais il n'y avait rien à négocier. Les preuves étaient accablantes.
Le parquet l'a inculpée pour escroquerie financière de grande ampleur. Elle risquait jusqu'à 10 ans de prison. Laurent, de son côté, a pris 8 ans pour des crimes similaires, plus le blanchiment d'argent. Maintenant, ils étaient assis tous les deux dans des cellules séparées, ayant tout perdu de ce qu'ils pensaient avoir gagné. Ma mère a appris la vérité environ une semaine après le départ de Caroline. Elle est venue à la maison, ne comprenant pas pourquoi Caroline n'était pas là, pourquoi je parlais de divorce. Nous nous sommes assis dans cette même cuisine où mère nourrissait Caroline de bouillon, et j'ai tout raconté. Chaque détail. La fausse maladie, Laurent. Les millions, les mensonges. Mère a pleuré. Pas de chagrin pour Caroline, mais de chagrin pour moi. Mon enfant, chuchotait-elle en caressant ma main. Combien as-tu souffert tout seul? Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Parce que je devais être sûre, maman. Je devais rassembler les preuves, tout planifier. Je ne pouvais pas agir impulsivement. Mes économies, a-t-elle dit doucement. Cet argent que j'ai donné pour son traitement? Je sais, maman, je suis désolé. Si j'avais su plus tôt, elle a secoué la tête. Ne t'excuse pas. Ce n'était pas ta faute. Elle nous a tous trompés. Moi, toi, nos amis. Mais Dieu voit tout. Elle paiera pour ses péchés. Et elle a payé. Le procès a commencé en mai. Les médias se sont emparés de l'affaire. La femme d'un millionnaire simulait un cancer et volait des millions pour une liaison. Je suis devenu involontairement une personnalité publique. Les journalistes appelaient, voulaient des interviews. J'ai tout refusé. Je ne voulais pas être une victime aux yeux du public. Je voulais juste la justice. Paul, mon associé, est resté à mes côtés tout ce temps. Mon frère, a-t-il dit un jour au bureau, ce qu'elle t'a fait, la plupart des gens se seraient effondrés. Et toi tu es debout, tu te bats, tu te reconstruis. Je suis fier de te connaître. Mais la vérité c'est que je ne me sentais pas fort. Je me sentais vide. La maison était trop grande, trop silencieuse. Je ne pouvais pas dormir dans notre chambre. Je dormais dans le bureau sur le canapé. Chaque coin me rappelait le mensonge qui avait vécu là pendant 20 ans. J'ai vendu la maison en juillet. Je ne pouvais plus y vivre. J'ai acheté un appartement plus petit dans le centre de Paris, minimaliste, moderne. Aucun souvenir, aucune histoire. Une page blanche. En août, le tribunal a rendu son verdict. Caroline a pris 7 ans pour escroquerie financière et délits connexes. De plus, elle devait rembourser l'argent volé, 4 millions plus les intérêts. Elle n'avait aucun moyen de le faire. Tout ce qu'elle avait était parti en frais d'avocat. Elle paiera cette dette toute sa vie, si jamais elle la rembourse un jour. J'étais assis dans la salle d'audience lors de la lecture du verdict. Caroline se tenait là, menottée, pâle, maigre, brisée. Elle m'a regardé une dernière fois, les yeux pleins de désespoir. Je la regardais sans émotion. Ce n'était plus la femme que j'aimais. C'était une criminelle qui avait eu ce qu'elle méritait. En sortant du tribunal, je ne ressentais rien. Pas de soulagement, pas de satisfaction, pas de triomphe. Juste le vide. La justice avait été rendue, mais cela ne m'avait pas rendu mes 20 ans. Cela n'avait pas rendu la confiance, l'amour, la foi en les gens. Muller a terminé son travail. Il m'a envoyé un dernier rapport. Laurent a pris 9 ans, plus que Caroline, car il avait des délits fiscaux supplémentaires. Charlotte a divorcé et a repris son nom de jeune fille. La villa sur le lac a été vendue. Tous les fils de cette histoire étaient bouclés. Mais une chose restait. Cette nuit-là, seul dans mon nouvel appartement, j'ai ouvert une bouteille de Glenlivet et je m'en suis versé 2 doigts. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris. Cette ville où j'avais commencé avec rien, où j'avais bâti une fortune, où j'avais rencontré Caroline, où tout avait commencé et fini. J'ai pensé à ma mère, qui continue de prier pour moi, à Paul, qui est resté à mes côtés, au commissaire Durand, qui a mené l'affaire honnêtement, à Maître Lefebvre, qui s'est battu pour ma justice. Il y avait plus de gens bons que de mauvais. Je devais m'en souvenir. Caroline voulait me détruire. Elle voulait voler mon argent, ma vie, ma dignité. Mais elle n'a pas réussi. J'étais debout, reconstruit, libre. Et elle était assise dans une cellule, payant pour ses choix pour les 7 prochaines années. Était-ce une vengeance? Non. C'était la justice. C'était la conséquence. C'était la fin d'une histoire qui avait commencé par l'amour et fini par le mensonge. J'ai bu le whisky cul sec, et j'ai décidé que le lendemain, je commencerais à vivre vraiment. Pas pour la vengeance, pas pour le passé, mais pour moi.
Si vous regardez ceci, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et le pouce en l'air. Et écrivez dans les commentaires. Est-ce que justice a été rendue? Dites-moi ce que vous en pensez.